19h22 et 30 secondes pour la petite précision. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. En votre compagnie, jusqu'à 20h, il sera question d'un sujet assez particulier qui fait aussi l'actualité. Il s'agit de la réalisation des infrastructures maritimes sur le littoral. Pourquoi? Tout simplement parce que le littoral algérien est quand même assez important. Parfois, ce sont des zones fragiles ou très sensibles qu'il va falloir préserver pour nous, pour nos loisirs, pour le tourisme, mais aussi et surtout pour les générations futures. Pour en parler, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir en direct dans nos studios Madame Rabia Zerouki, bonsoir. Vous êtes directrice des ressources halieutiques et de la pêche de la wilaya d'Alger, mais vous représentez aussi le ministère. Et à vos côtés, Monsieur Yassine Hamdan, vous êtes docteur en sciences de la mer, spécialité océanographie, on va dire dynamique côtière et sous-marine. Et à Mayoche, Monsieur Farhad Chahab, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des infrastructures maritimes au ministère des Travaux publics, c'est cela. Absolument. Et à vos côtés, Monsieur Semir Grimes, un habitué de nos studios comme Monsieur Hamdan et Madame Zerouki, et qui est chargé d'études et de synthèse, conseiller au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Bonsoir. Alors, messieurs, madame, on va essayer d'attaquer directement. On a à peu près 37 minutes pour convaincre. Alors, lorsque l'on parle de réalisation d'une infrastructure côtière, je me tourne vers vous, Monsieur Hamdan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amont, il y a toute une batterie d'études qu'impose la réglementation algérienne? Effectivement, quand on parle d'une manière générale pour les infrastructures littorales, maintenant si vous voulez qu'on parle en l'occurrence des infrastructures portuaires, mais d'une manière générale, toutes les infrastructures littorales, bien sûr, requièrent des études préalables. Maintenant, quand on parle en l'occurrence des infrastructures portuaires, il y a ce qu'on appelle les études d'opportunité. Donc on ne peut pas installer un port ou bien prévoir un port de pêche sans qu'il y ait un besoin exprimé, ce qu'on appelle un besoin socio-économique. Quand celui-ci, et une fois que celui-ci est exprimé, à ce moment-là, on attaque la faisabilité de l'installation d'un port au niveau d'une zone donnée. Mais lorsque le besoin est exprimé. Alors justement, on va essayer d'aller vers un cas qui a fait, j'allais dire, le buzz sur les réseaux sociaux, sur l'actualité. Il s'agit du projet de port de pêche à Madère qui se trouve dans la wilaya de Ain Mouchent. Madame Zerouki, alors, lorsque l'on dit des besoins exprimés, lorsque l'on s'est déplacé à Madère, lorsque l'information est sortie, il y a un chantier, il y a une centrale à béton sur une plage paradisiaque, est-ce que c'est le secteur de la pêche qui a demandé l'inscription de ce port de pêche à Madère, Madame Zerouki? Merci. D'abord, c'est pas un port de pêche, c'est un abri de pêche. C'est un abri, oui, d'accord. Donc, parce qu'un port de pêche, un tout petit chose port, donc de plus grand. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a eu un besoin à l'époque. Ça veut dire oui, une région, il y a quelques pêcheurs qui vivent, très peu, qui avaient exprimé à l'époque un besoin. Peut-être qu'à l'époque, quand il y a eu la réalisation du schéma directeur, ce besoin existait. Mais, le schéma directeur des infrastructures maritimes ou de schéma directeur du secteur de la pêche? Je parle du schéma directeur du secteur de la pêche et de l'aquaculture, donc du ministère de la pêche. Et puis, ce schéma directeur, il a été réalisé donc dans les années 2005-2006. Ça fait donc maintenant plus de 10 années où même les besoins de la population de la région changent. Un schéma directeur, de toute façon, c'est pas incohérent si ça n'avait pas démarré à l'époque. Bon, maintenant, il fallait donc refaire cette étude socio-économique d'abord par rapport à la population environnante. Et il fallait aussi donc faire, avant de réaliser le projet, ou là, avant de l'inscrire, c'est de faire participer tous les secteurs concernés, de près ou de loin. En l'occurrence, bien sûr, le secteur de la pêche, le secteur des travaux publics, parce que c'est lui qui va réaliser les infrastructures, le secteur des transports, parce que lui aussi, il aura à gérer ses abris de pêche, le secteur du commerce, parce qu'il y aura des commerces qui seront placés, le tourisme, la jeunesse et les sports. Il fallait que tous les secteurs... La recherche scientifique, bien sûr. Surtout aussi la recherche scientifique par rapport aux ensablements qui existent au niveau de certains ports ou l'abri qui ont été réalisés. Sans oublier, Madame Zerouki, le ministère de l'Environnement. Alors, quand vous dites 2005-2006, moi j'ai une référence, ou un référent, c'est 2003, la mise en place ou l'instauration ou la promulgation des îles de l'aire marine protégée, des îles Habibas, qui ne sont pas très loin, et
on est dans un rayon d'action qui est assez propice pour les îles Habibas. 2005-2006, les îles Habibas, c'était 2003, Monsieur Grimas. Alors, votre avis sur la question, le processus de prise de décision pour installer un abri ou un port, c'est juste de la terminologie, Madame Zaloukhi, c'est une invasion de béton sur une plage paradisiaque où il y a un herbier de Posidonie. Merci M. Belkacem pour cette question. Je dois juste rappeler qu'il y a la loi 0202 relative à la protection et à la valorisation du littoral et une des déclinaisons de cette loi, c'est-à-dire le décret 07206 correspondant, donc, qui a été promulgué le 30 juin 2007 et qui fixe les conditions et les modalités de construction et d'occupation du sol sur la bande littorale ainsi que l'occupation des parties naturelles bordant les plages et de l'ensemble d'extension de la zone objet de non-construction. Donc, en dehors de ça, donc ce décret c'est la déclinaison de la loi, mais vous avez, comme vous venez de le signaler, une zone qui est considérée biostratégique, donc il n'est pas très loin. Biostratégique parce que d'abord on l'a classé, le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement donc, a classé cet espace pour les nombreux bénéfices écologiques qu'il apporte, mais aussi socio-économiques. Et donc forcément, si on aménage quelque part et pas très loin de ce rayon-là des infrastructures, il y a des règles à respecter. Donc le décret que je viens de citer... Celui du 30 juin 2007 du 30 juin 2007, il énonce un certain nombre de règles. Et donc la validation des constructions au niveau de la zone côtière, et même si ce n'est pas d'ailleurs à côté d'un site biostratégique, obéit un certain nombre de règles. Donc il y a un dispositif institutionnel qui fait que l'ensemble des acteurs de la zone côtière sont sollicités pour donner un point de vue là-dessus. Alors ça, c'est sur le plan de la réglementation. Maintenant, sur le plan de l'intérêt écologique ou de l'interaction qui peut exister entre un tel aménagement et un site aussi important sur le plan écologique pour la côte algérienne, là, il faut encore prendre des précautions supplémentaires. Parce que un certain type d'aménagement, et je ne peux pas anticiper sur la nature de l'étude. Moi, je n'ai pas vu l'étude. On va faire un tour de table, on va le voir. Hein. Mais le seul fait, pardonnez-moi, M. Grimes, le seul fait de voir tout un herbier de Posidonie sur la plage qui est en train de recevoir du béton, c'est pas très catholique sur le plan écologique. Et c'est pour ça qu'il y a une réglementation qui dit que quand on a des sites biostratégiques comme ça, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et la réserve naturelle des îles Habibas elle-même est un instrument de planification spatiale. Le fait que vous avez une réserve, vous n'avez pas le droit de faire certains aménagements. Et ça, aujourd'hui, je ne peux pas le dire de façon catégorique, il faudra voir que dit l'étude de faisabilité. On va voir tout à l'heure avec les personnes qui se sont déplacées ici présentes à travers Mme Zaloukhi, M. Hamdan. Mme Zaloukhi. Juste une précision. Donc, il faut dire aussi que le schéma directeur a été validé par un conseil du gouvernement. Donc, où l'environnement avait donné à l'époque son avis favorable aussi. Hein. À l'époque. Et justement, Monsieur Farhad Chha, vous êtes directeur des infrastructures maritimes. On a l'impression, au ministère des Travaux publics, bien sûr, que le processus de prise de décision n'a pas été très bien respecté. On se réveille un jour, on voit une centrale à béton sur une plage qui est pas loin d'une zone protégée, une plage où il y a un herbier de Posidonie. Et comment vous l'expliquez? Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque part, ou on a sauté une étape à travers peut-être l'étude d'impact sur l'environnement? Donc là, je voudrais tout d'abord préciser, comme l'a dit Mme Zaloukhi de la pêche tout à l'heure, le projet de MEDER figure sur le schéma, au niveau du schéma directeur portuaire 2005-2025. Il figure également sur le schéma directeur du secteur de la pêche. Concernant le projet en lui-même, le projet a été initié par une étude qui a été menée par un bureau d'études spécialisé. Les travaux ont été enregistrés, ont débuté il n'y a pas longtemps. Mais ce que je voudrais, quant à la concertation intersectorielle, je voudrais d'abord apporter la première précision qui est que pour le site de MEDER, il y a eu plusieurs secteurs et organismes qui ont été associés à l'époque. Quand vous dites à l'époque, ça remonte à quand? Ça remonte au 10 février, exactement au 10 février 2008. Il y a eu une réunion au niveau du site de MEDER, il y a eu une présentation du site, en présence bien sûr des représentants des travaux publics, de la direction de la pêche et des ressources halieutiques, de la direction des transports, de l'entreprise de gestion des ports et de pêche EGPP, de l'association des pêcheurs. Il est également important de le signaler.
2008 et 2008 l'environnement. et du bureau d'études qui a élaboré cette étude. Alors 2008, permettez-moi de relever juste quelque chose. On est après 5 années après. Non, je voudrais, si vous permettez, Oui, je voudrais allez-y. ajouter une chose. Maintenant, pour ce qui est de la réalisation d'une telle infrastructure, nous, on réalise sur la base d'un besoin. Il y a eu un besoin qui a été exprimé à l'époque, je parle de l'époque. Il y a eu un besoin qui a été exprimé en termes d'une flottille de pêche évaluée à l'époque par le secteur de la pêche à 100 embarcations, du type petit métier. 100 petits métiers. 100 petits métiers. Ça, c'est des besoins qui ont été exprimés par nos amis de la pêche. Mais pour revenir au problème de Madère, nous, à travers la concertation qu'on est en train de mener avec les différents secteurs, d'ailleurs on va engager une réflexion sur demande de monsieur le ministre, notre ministre des Travaux publics. Il va y avoir une réflexion qui va être engagée pour essayer de trouver une solution au problème du site de Madère. Justement, on va essayer de récapituler si vous permettez. 2002, 5 février 2002, promulgation de la loi sur le littoral qui protège et préserve le littoral. Ça, c'est 5 février 2002. En 2003, à travers cette loi, on instaure une aire marine protégée, bio-stratégique, celle des îles Habibas. On est en 2003, donc une année après la loi littorale. 5 années après les îles Habibas, l'instauration de l'aire marine protégée, et 6 années après la promulgation de la loi littorale, il y a une réunion le 10 février 2008, d'accord. Donc, 6 ans après la loi littorale, où l'on retrouve un petit peu toutes les directions, sauf la direction de l'environnement qui veille et qui a pour mission de veiller sur la protection et la préservation du littoral. Il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur Grimes. Bon, honnêtement, je ne pourrais pas répondre pourquoi la direction de l'environnement N'a pas été associée. N'a pas été associée à cette réunion, et c'est pas normal qu'elle n'ait pas été associée à cette réunion. Vous savez très bien que notre secteur, donc le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, fournit depuis quelques années maintenant des efforts très très importants justement pour assurer son rôle de transversalité avec les autres secteurs, de coordination intersectorielle, de sensibilisation aussi des différents partenaires sur les enjeux de préservation. La preuve, à l'époque on n'avait pas une loi sur les aires protégées, on a créé la réserve naturelle des îles Habibas. Donc il y a toujours une réelle volonté politique pour mener cette stratégie nationale de préservation des sites sensibles côtiers. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille revenir en arrière et voir pourquoi le ministère de l'Environnement... Pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, nous avons un cadre. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir optimiser, profiter du cadre qui existe. Nous avons des mécanismes de concertation. Rien ne nous empêche aujourd'hui de nous mettre autour d'une table. Nous avons le cadre institutionnel pour ça, et de discuter avec les experts, les scientifiques, les décideurs, les différentes directions concernées par cette opération, et puis sortir la décision la plus pertinente et surtout la plus durable pour l'écosystème côtier. Très bien. Alors, docteur Yassine Hamdan, vous avez été sur place en tant que scientifique. Qu'est-ce que vous avez vu sur la plage de Madère? Déjà, moi, je ne connaissais pas cette région, donc j'étais vraiment séduit par cette très très belle plage. Et déjà, sincèrement... Dans la wilaya de Ain Mouchen. Déjà, on était scientifique. Quand on voit la géomorphologie de la région, déjà on se dit que c'est une zone d'accumulation, elle ne peut pas recevoir un port. C'est quoi une zone d'accumulation pour nos auditeurs? Par définition, une plage, qu'elle soit à galets ou bien à sable, c'est une zone d'accumulation, c'est une forme d'accumulation. Donc autrement dit, en d'autres termes, quand on installe, et on l'a vu ailleurs, et quand on installe un port sur une plage, incontournablement nous allons avoir un ensablement. Maintenant, moi, je voudrais juste revenir sur le schéma national d'aménagement du littoral. Effectivement, quand on voit, par exemple, le schéma directeur du développement des activités de la pêche et de l'aquaculture, on voit le projet Madère qui est inscrit dans ce schéma-là. Ce schéma-là, il découle du SNAT 2025. Le problème, schéma national d'aménagement du territoire. Exactement. Et quand on voit l'article 15 de la loi 0202 du 5 février 2002, en résumé, toute implantation d'activités industrielles nouvelles est interdite sur le littoral, sont exclues de la présente disposée de loi les activités industrielles et portuaires d'importance nationale prévues
par les instruments d'aménagement du littoral. Donc vous voyez, chaque loi renvoie à l'autre. Donc c'est pour cela que parler maintenant du schéma national d'aménagement du littoral, parce que de ce schéma-là découle le schéma d'aménagement portuaire, le SDAL, le schéma national d'aménagement du littoral. Donc maintenant je suis très content qu'il y ait plusieurs secteurs maintenant qui sont autour de cette table. Il ne faut pas aussi omettre le secteur scientifique. Nous, par exemple, à l'ISMAL, on aimerait bien... L'Institut des sciences de la mer, l'aménagement du littoral, des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, nous sommes en mesure d'aider, d'apporter notre contribution. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit œuvrer, d'essayer de voir une vision intégrée commune. Et de surcroît, il ne faut pas oublier que depuis le 18 juillet 1998, nous avons le Haut Conseil de la mer. Donc c'est pour cela je pense qu'il serait préférable de tirer, de revoir tout l'arsenal juridique qu'on a, parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que notre pays a bien excellé dans la veille juridique. Ça, il faut le dire. Sans pouvoir arriver à la bonne gouvernance en matière de gestion intégrée des zones côtières, M. Grimes. C'est quoi le chaînon manquant? Alors, je voudrais d'abord faire un commentaire sur l'intervention de notre ami Hamdan, et bien entendu, je me ferai un plaisir de répondre à votre question. Concernant l'article 15 de la loi littorale, il y a deux volets. Donc, l'article 15 dit toute implantation d'activités industrielles nouvelles est interdite sur le littoral tel que défini à l'article 7 ci-dessus. Il dit aussi sont exclues de la présente disposition les activités industrielles et portuaires d'importance nationale. Ça veut dire que les activités industrielles et portuaires d'importance nationale sont autorisées. Elles ne sont pas exclues. Elles sont autorisées, elles sont exclues de la disposition d'interdiction. Donc on peut installer une unité de dessalement sur le littoral. Absolument. Donc, ou un port. Quand il y a un intérêt national, il y a des règles à respecter en termes techniques et en termes de concertation, mais c'est autorisé. Donc il faut juste respecter les... Pour revenir à la question que vous venez de poser, M. Belkacem, elle est centrale. Elle est centrale parce que notre ami a souligné l'importance du dispositif réglementaire et législatif qui a été mis en place. Aujourd'hui, personne ne peut reprocher à l'Algérie de ne pas disposer de loi ou de décret. Ça existe. Notre ministère, donc le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a initié un processus avec l'ensemble des acteurs de la zone côtière, qu'ils soient institutionnels ou non, pour élaborer cette stratégie nationale de gestion côtière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de rechercher les meilleurs mécanismes, comment travailler ensemble, comment planifier ensemble, comment mettre en œuvre ensemble des opérations tout en maintenant l'équilibre naturel. Et c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Hein. C'est une pédagogie qu'on a commencé à faire. C'est vraiment un travail de proximité qu'on fait avec les différents secteurs, y compris avec les scientifiques. D'équilibristes. Ramener les gens à se faire des concessions aussi. Il y a des arbitrages à faire au niveau de la zone côtière. Vous parliez tout à l'heure des conseils de coordination côtier. C'est une excellente chose et qui va voir le jour. Ces conseils de coordination côtier qui sont une déclinaison aussi de la loi littorale vont constituer le cadre de concertation pour les opérations comme celle-ci par exemple sur un abri de pêche ou... Alors restons sur Meder. Maintenant, tout le monde s'accorde à dire que c'est pas loin d'une aire marine protégée, biostratégique, pour reprendre votre terminologie, Monsieur Grimes. C'est anormalement anormal. Que doit-on faire après, M. Hamdan? Avant de donner la parole à M. Farhad Chaha. Je pense qu'il serait souhaitable maintenant. Moi, je me suis déplacé sur les lieux avec une commission interministérielle. Effectivement, maintenant déjà pour essayer de réhabiliter la plage, il va falloir déjà avoir... Est-ce que c'est possible? C'est possible. Il faut pas, on n'a pas atteint la ligne d'irréversibilité? On peut. La situation, elle est rattrapable. Nous, quand on a vu la zone, déjà moi j'étais surpris de la zone de Madère. Hein? De Madère, je n'ai pas vu d'habitation autour, peut-être sur un rayon de 10 km. Et de surcroît, à 10 km, on a un grand port de pêche qui est le port de Bouzjar. Maintenant, la question qui m'est venue à l'esprit, maintenant, puisqu'il y aurait un besoin qui aurait été exprimé par la population, je pense qu'il aurait été astucieux de renforcer les capacités d'accueil du port de Bouzjar, tout simplement. Au lieu, parce que quand on construit un port, c'est un sacrifice. On sait que quand on a besoin de se développer, quand on construit un port, on sait pertinemment que cela va s'accompagner par des impacts sur l'environnement. Donc ça, c'est le prix à payer. Maintenant, pourquoi
faire dans la prolifération des ports. Alors quand vous dites la population des pêcheurs, hein, je ne sais pas si Mme Zalouré a des éléments d'information, mais à ma connaissance, la population du côté de Madère n'est pas favorable, la population de pêcheurs, hein, à l'installation d'un port de pêche. Oui, justement, je remercie M. Bouaksem, je remercie aussi l'intervention de M. Grimes ou M. Hamdan. Je précise que M. Hamdan est parti donc en mission sur Madère avec tout un groupe, c'était à la demande du ministère de la Pêche, justement. Oui, quand les gens commençaient à bouger, donc le ministère de la Pêche a commencé à réagir. Il faut dire qu'il y a eu une grande pétition contre le projet de Madère et que la préoccupation c'était de voir l'intérêt de la population. Voilà, et voir est-ce que vraiment c'était justifié ou est-ce qu'il y avait aussi la possibilité soit de corriger ou d'ajuster. Bon, c'est vrai qu'en 2005, 2008, il y avait un besoin. Il faut dire que ça fait plus de 10 années, les mentalités ont changé. Si à l'époque les gens n'ont pas réagi, maintenant les Algériens ils sont plus conscients par rapport à il y a 10 années. Et à plus conscients en matière d'environnement. D'environnement, et c'est tant mieux. Oui, pour certaines régions, Madère, j'ai vu que la population, vraiment, elle a très bien réagi. Au contraire, réagi dans quel sens? Dans préservation, le sens où préserver les herbiers à Posidonie, préserver les belles plages, préserver donc l'environnement de Madère, où à l'époque, il y avait toute donc une politique, où il y avait augmentation de bateaux, etc. C'est vrai qu'il y a le port de Bousdjar, mais comme je viens de le dire, j'ai dit qu'entre port et abri, il y a une très grande différence. C'est vrai qu'un port, c'est quelque chose de plus grand et tout. Abri, c'était par rapport, c'est un abri, comme son nom l'indique, quand il y a un problème. Il n'y a pas que la population locale qui va profiter de cet abri. S'il y a un mauvais temps, un bateau qui était sorti en mer et qui ne peut pas regagner Bousdjar, à ce moment-là, il s'abrite dans cet abri de pêche. J'ai dit qu'il y a des besoins qui sont exprimés il y a 10 ans après, ces besoins ils changent, la population est en éternelle mutation, les besoins augmentent même dans le domaine de l'environnement, les gens sont devenus quand même beaucoup plus exigeants, c'est une bonne chose, au contraire, les gens veulent préserver donc ce qui reste, et je pense que c'est dans cet esprit que maintenant au niveau du ministère de la Pêche, on a pris conscience et on est en train de revoir tout ce qui est projet d'aménagement, d'extension, de réalisation d'un port. D'ailleurs, on n'est plus d'accord pour l'idée de réaliser de nouveaux ports. Donc, Monsieur le ministre est en train de dire qu'il faut maintenant préserver ce qui existe, le conforter, l'aménager, faire une extension si c'est possible, mais ne pas essayer de chercher de réaliser d'autres ports. Cet effet, c'est des équipes pluridisciplinaires. Donc, M. Djaha, qui représente le ministère des Travaux publics, siège avec nous. On est en train de revoir et de mettre en place le cadre référentiel d'un port de pêche dans l'avenir. On est en train aussi de préparer un séminaire sur ce que c'est qu'un port de pêche ou la réalisation d'un port de pêche où tous les secteurs concernés de près ou de loin sont intégrés dans ces commissions, y compris la jeunesse et les sports par rapport aux activités nautiques, y compris le commerce par rapport à l'activité commerciale, les services garde-côte, les services de sûreté, bon, sans parler des travaux publics, pêche, transport, environnement aussi. Il est parmi, principalement, l'environnement est pris, son avis est pris en tant qu'avis très déterminant. Un petit tour de table, Monsieur Djaha. Donc je remercie Madame Zalouré d'avoir apporté toutes ces clarifications par rapport à ce qu'a dit notre ami Hamdan tout à l'heure au sujet du site de Madère. Il a parlé de la possibilité de réversibilité. Donc je tiens à préciser que les travaux pratiquement n'ont pas encore démarré au niveau du site d'Iman. Mais qu'est-ce qu'il y a installé? Moi, Actuellement, au niveau, il y a eu une installation de chantier, il y a eu une centrale à béton, qu'on peut démonter bien sûr. Il y a un approvisionnement en matériaux, mais ce que je voudrais rajouter, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de se concerter à haut niveau avec le secteur de la pêche, avec les autorités locales. D'ailleurs, Monsieur le ministre nous a instruit pour tenir une réunion au niveau du site de Madère, donc au niveau à Madère, en présence de tous les intervenants, pour essayer de discuter et dégager une solution pour ce site. Vous êtes bien de parler monsieur le directeur des infrastructures maritimes, de début de chantier, parce qu'on vient de m'envoyer une photo à l'instant du site de Madère où on voit un grand engin bulldozer en train de décaper
la plage, pas très loin d'ailleurs des herbiers de Posidonie. Alors, j'imagine que pour vous, infrastructure maritime dit projet, dit contrat. Et donc, s'il y a eu un ordre de service qui a été donné à une entreprise, elle est contractuelle, et donc, à un moment donné, qui fait quoi? Est-ce qu'on va l'arrêter? Est-ce qu'on va réaménager? Qu'est-ce qu'on va faire dans un cas pareil, monsieur le Je le directeur? répète, ça reste une possibilité qui n'est pas à écarter. Je le répète encore une fois, on va tenir incessamment une réunion au niveau de la wilaya de Ain Tibouchent. Ça sera D'accord. peut-être pour la fin de cette semaine ou au plus tard au début de la semaine prochaine, en présence de tous les intervenants, Y compris la direction de y l'environnement. compris la direction de l'environnement, tous les intervenants. Et on essaiera de dégager une solution pour ce qui est du cas de Madère. Très bien. Monsieur Hamdan, docteur Hamdan. Justement, par rapport à cela, déjà, je tiens à remercier les différents secteurs. Donc, déjà, c'est le ministère de la Pêche qui a initié un petit peu cette inspection. Il y a aussi le secteur de l'environnement. On a discuté plusieurs fois avec M. Grimès. Ils sont très, très sensibles à cela. Et je suis aussi content de voir que les travaux publics sont également sensibles par rapport à ce problème. Moi, je voudrais juste dire que quand nous, en tant que scientifiques, quand on dit des choses, on fait des constats. C'est pas pour se cibler Flan ou la Flan, c'est juste en toute objectivité, on dit ce qui se passe. Maintenant, par rapport au site de Madar, moi je vous le dis, quand j'ai vu la plage de Madar, très sensible, déjà premièrement, j'ai été surpris par la présence de l'herbier de Posidonie. Donc pour nos chers auditeurs, l'herbier de Posidonie, pour moi, en tant que dynamicien, donc en dehors de l'intérêt écologique, donc en tant que dynamicien, il peut protéger jusqu'à 40% de l'énergie des vagues. Donc autrement dit, 40% d'énergie des vagues. Donc, autrement dit, en d'autres termes, c'est que cet herbier-là, en dehors de son intérêt écologique, là, je parle sous le contrôle de M. Grimès, donc il fait déferler les vagues. Donc c'est un élément de protection pour la plage. Et ce que j'ai vu un déferlement sur cet herbier. Et c'est un herbier émergent, donc qui arrive à la surface de la mer. Donc maintenant par rapport aux solutions. Maintenant si le besoin est exprimé par certains pêcheurs, à ce moment-là, on peut, pourquoi pas, ne pas envisager une petite plage d'échouage. À ce moment-là, une petite plateforme de 5 mètres avec un petit treuil qui aiderait, au contraire. Là, je saisis cette occasion pour essayer de densifier les plages d'échouage. Pourquoi? Parce qu'une plage qui est convoité par les pêcheurs et qui l'utilisent pour amarrer leur embarcation, ça abîme la plage, donc ça la fragilise et les vagues peuvent exploiter ces fentes, ces zones de faiblesse. En revanche, si on aide maintenant, on détecte, on définit ces zones d'échouage, on peut faire des petites plateformes avec un petit treuil pour aider. Donc je pense comme il en existe un petit peu aussi. Exactement. Mais moi ce que je dis, c'est que sur les plages, il faut absolument éviter d'installer du béton. Il y a de nouvelles techniques maintenant. Et justement, à propos de plage, il y a une très belle image. C'est dommage, on n'a pas j'allais dire la radio, ce sont des images qui s'écoutent. Monsieur Grimès, sur cette image que vient de nous envoyer un internaute, comment peut-on décrire la plage de Madère? Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image? On voit déjà de loin les îles Abibas, on voit une très très belle plage. Et puis bon, Madar, c'est quand même c'est l'une des zones les moins urbanisées de la côte algérienne, il faut le dire. Ça se trouve c'est la frontière entre la wilaya d'Oran et la wilaya de Ain Tibouchent. Moi, je voudrais surtout, au-delà du cadre de Madar, parce que la côte algérienne, c'est quand même 1622 km de côte. Tout à fait. Au-delà du cadre de Madar, je voudrais saisir cette opportunité pour dire que le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement est en train d'élaborer le schéma directeur d'aménagement du littoral. Le SDAL. Le SDAL, voilà. Le SDAL est une déclinaison du schéma national d'aménagement du territoire. Ce SDAL qu'on va faire, parce que c'est stipulé dans la réglementation, on le fait dans un cadre concertatif et consultatif. On ne le fera pas tout seul. C'est vrai qu'il y a un bureau d'études qui va faire le travail, mais il y a tout un comité de pilotage interministériel qui sera mis en place pour la conduite de ce SDAL. Donc on va le valider ensemble et chacun regardera son schéma sectoriel par rapport à... Est-ce qu'il sera opposable, M. Grimès? Absolument, absolument. Parce que le problème qui se pose actuellement, c'est qu'on a l'impression que chaque secteur a son plan de développement et il n'y a pas... j'allais dire de chef d'orchestre, il n'y a pas le fameux Haut Conseil de la mer 18 juillet 98
c'est l'espace de concertation par excellence. En attendant la mise en place effective du Haut Conseil à la mer, qui est on va dire l'entité stratégique pour la planification maritime, je vous dis qu'aujourd'hui le SDAL va être ce cadre de concertation. C'est là où on va planifier le développement de toute la zone côtière algérienne jusqu'à l'horizon 2030. On va se fixer le même horizon que celui du SNAT. Donc dans ce SDAL, c'est vraiment un instrument stratégique, et c'est là où on va solliciter l'avis des différents secteurs. Je sais que la pêche travaille sur le plan de développement des pêcheries. Je sais qu'il y a le secteur des travaux publics, les transports, l'agriculture aussi, les ressources en eau, l'industrie, enfin l'énergie. L'ensemble de ces secteurs, ils ont leur... Mais nous allons justement, le SDAL, c'est lui qui va faire cet arbitrage des usages au niveau de la zone côtière. C'est la courroie de transmission, une sorte d'instrument de coordination aussi? Non, c'est un instrument de planification de l'espace, mais d'une certaine manière, c'est un instrument de coordination des usages qui vont être faits par les secteurs au niveau de la zone côtière. Et là, je sollicite, et je sais que nos amis représentants des trois secteurs qui sont là, mais aussi les autres secteurs qui seront dans le comité de pilotage, ils vont s'impliquer totalement avec nous pour justement produire un document, certes qui va être coordonné par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, mais c'est un document pour la préservation durable de la zone côtière. Le SDAL est un instrument stratégique. Vous y adhérez, M. Tcha? Les infrastructures maritimes doivent s'insérer dans le cadre, j'allais dire, réglementaire, mais aussi écologique? Absolument, et je dois rassurer notre ami Grimes qu'on est disposé à apporter toute notre contribution concernant ce schéma d'aménagement. Alors, Dr Hamdan. Moi, je voudrais juste évoquer le problème des termes de référence par rapport au projet d'aménagement et d'ouvrage. Termes de référence. Termes de référence. Donc, on a parlé tout à l'heure du cadre référentiel. Je pense qu'il va falloir revisiter les cahiers des charges, le cadre référentiel des projets, des études maritimes. À titre d'exemple, moi, je vous dis, en tant que spécialiste en océanographie côtière, je travaille sur les courants et les vagues. Vous savez, par exemple, quand on prend une étude portuaire, la faire en 6 mois, c'est impossible. Je m'explique. Pour faire une étude, l'ennemi numéro 1 des ports, c'est quoi? C'est les vagues, donc c'est l'agitation interne qui peut créer des problèmes d'accidents portuaires. Il y a aussi le courant, parce que c'est le vecteur des transports sédimentaires. On a vu le cas de Cap Genet, la passe d'entrée, elle est complètement obstruée. Ah ouais, et ça, il faut le dire, hein, c'est un port de pêche qui n'a pas encore été livré et qui est fortement ensablé. Monsieur Blouksem, quand on le dit, moi j'insiste sur cela, c'est pas pour pointer l'index sur quelqu'un. Je vous dis maintenant directement, le scientifique aussi, il en est responsable, il est responsable, le scientifique, de cette situation. Donc, évitons de chercher le coupable. Maintenant, il y a une situation auquel il faudra maintenant essayer de régler la situation. Vous voulez dire qu'on ne maîtrise pas assez, on n'affinit pas assez les études de transit sédimentaire? Je vous donne une solution, monsieur Blouksem. Par exemple, là, je saisis l'occasion de la présence de nos chers cadres, surtout des 3 secteurs vraiment qui interviennent dans le domaine maritime et côtier. Pêche, littoral et je vous donne un exemple. Au lieu de faire l'étude en 6 mois, on l'a fait en une année. En une année, on peut dire qu'elle est suffisamment représentative en termes d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on espère qu'en une année, on aura les 4 saisons. Autrement dit, les 4 événements. Donc, été, printemps, hiver, etc. Donc, en un mois, en une année, on peut, par exemple, installer un courantomètre et vraiment ausculter tous les courants qui transitent dans la région. Okay. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, c'est pas au public ou bien à l'environnement ou bien à la pêche de faire l'observation. On peut travailler d'une manière très conjointe avec l'enseignement supérieur et l'ISMAL aussi. Et l'environnement qui demande la parole aussi, hein, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Là, je voudrais pas laisser passer cette intervention de M. Hamdan pour dire que le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et ses structures sous tutelle, et en particulier le Commissariat national du littoral, sont en train de préparer, ils ont déjà commencé à le faire, des conventions de partenariat avec les secteurs universitaires et en particulier avec des institutions comme l'ISMAL, mais aussi des départements du littoral et du marin sur l'ensemble de la côte algérienne. Donc nous allons solliciter, nous avons commencé à le faire, mais nous solliciterons encore davantage l'expertise nationale dans les cadres des réalisations des études ou même de la validation des études. Donc je saisis cette opportunité pour le dire de façon tout ce qu'il y a de plus solennel et officiel. Nous allons densifier les passerelles avec le secteur de l'expertise et de l'université. Alors vous rassurez la population des pêcheurs qui ont une problématique de ressources, mais aussi qui veulent eux aussi
protéger le littoral, Madame Zerouri. Bien sûr, au contraire. Même dans les missions du ministère de la Pêche, c'est quoi? La mission principale du ministère de la Pêche, c'est la préservation de la ressource halieutique. Qui dit préservation de la ressource, donc dit préservation des herbiers posidonies, dit préservation de tous les écosystèmes littoraux, etc. Bon, je rebondis sur ce qu'a dit M. Hamdan. Si M. Hamdan dit qu'il faut une année pour faire des études des phénomènes, des courants, vagues, etc., moi je dirais plus, c'est comme dans le domaine des études du climat, où il faut peut-être parfois des données de 10 années, 20 ans. Au contraire, moi je pense, parce que attendez, parfois l'année, elle est bonne, c'est une bonne année. Allez-y, M. Hamdan, avant de donner la parole à M. Farhat, très rapidement. Non, je dis pour les projets, on peut espérer qu'une année, elle est représentative. Bien sûr, elle ne l'est pas, parce que... C'est pas assez. M. Farhat, directeur des infrastructures maritimes, il ne reste pas beaucoup de temps. J'apporte une petite précision. Si M. Hamdan parle d'études, s'il parle d'élaboration d'une étude, un aménagement d'un port, elle ne se fait pas en 6 mois. Toutes les études actuellement, elles se font en un temps égal à peu près à une année et parfois plus. Je parle de la mesure. C'est autre chose. Justement, parce que vous avez dit études. Exactement. Je parle de la mesure. La mesure qui requiert au moins une année pour qu'on puisse dire que tel environnement est régi par telle dynamique. Le schéma directeur d'aménagement. Le schéma directeur de l'aménagement du littoral sera le bienvenu. Au contraire, on remercie les gens de l'environnement. Nous ne serons que contents et partants avec vous. Eh bien, sur cette phrase, on termine. À l'instant, Madame Rabia Zerouri, directrice de la pêche et des ressources halieutiques, la wilaya d'Alger, mais qui représente aussi le ministère de la pêche et des ressources halieutiques au niveau national. Monsieur Farhat Chahad, directeur des infrastructures maritimes au ministère des Travaux publics. Samir Dirimes, conseiller, chargé d'études synthèse au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Et monsieur Dr Yassine Hamdan, spécialiste de dynamique côtière et sous-marine. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné. On se retrouvera lundi prochain, même heure, même station, avec peut-être des invités de marque à travers les candidats à l'élection présidentielle pour parler d'environnement et pas seulement de Madère, c'est tout le littoral. Merci. Impact.